Il y a presque 2 mois, Yvon Chouinard, fondateur emblématique de la marque Patagonia, a annoncé dans une lettre ouverte à ses employés la cessation de l'entièreté du capital de son entreprise à 2 structures. 100% des actions sans droit de vote iront à l'ONG californienne Holdfast Collective et 100% des actions avec droit de vote, soit 2% du total, iront à Patagonia Purpose Trust, une structure pilotée par les proches d'Yvon Chouinard afin d'assurer le maintien des valeurs mises en place par le fondateur emblématique. Dans les faits, cela veut dire qu'environ 100 millions de dollars par an, soit la totalité des bénéfices de l'entreprise, seront reversés dans un but écologique. Un geste d'exception en guise de remerciement envers la Terre, démonstrateur d'un amour viscéral pour celle qui lui a tout donné, car avant d'être un chef d'entreprise, Yvon Chouinard c'était avant tout un grimpeur d'exception, avec une histoire hors du commun, une histoire qui me semble parfaite pour débuter ce nouveau Parlons Caillou. Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV et aujourd'hui je vous propose de revivre l'histoire d'un pionnier des big walls aux États-Unis, d'un inventeur de génie mais aussi d'un homme d'affaires à succès. Voici le portrait d'Yvon Chouinard, du Yosemite à la Patagonia. Tout commence dans la ville de Lewiston, dans le Maine, aux États-Unis. Une ville aux abords pas farouches qui devint un bastion franco-américain avec l'apparition d'un chemin de fer la reliant au Canada au début des années 1870. Et c'est justement dans l'une de ces familles d'origine canadienne-française que va naître notre principal protagoniste, Yvon Chouinard. Petit dernier de la famille, Yvon passera son enfance principalement entouré de femmes, aux côtés de sa mère, Yvonne, et de ses deux sœurs, Doris et Rachel, respectivement de 9 et 11 ans ses aînés. Au niveau de ses modèles masculins, il côtoie tout de même assez régulièrement son frère, encore plus âgé et déjà engagé dans une carrière militaire, avec qui il partagera tout de même quelques parties de pêche qui deviendra l'une des nombreuses passions d'Yvon. Son père, quant à lui, est un touche-à-tout et malgré une éducation plutôt sommaire, il exercera successivement les métiers de plombier, électricien, ouvrier plâtrier et même menuisier. Une capacité manuelle impressionnante et un caractère autodidacte dont son fils héritera également. Bref, la très jeune enfance d'Yvon voit grandir un enfant déjà dégourdi jusqu'en 1946, date où sa mère prend l'initiative de faire emménager toute la famille à Burbank, en Californie, dans l'un des quartiers de Los Angeles. Et c'est probablement à ce moment que se forgera le plus la personnalité d'Yvon grâce au fameux combo exclusion sociale, vie scolaire compliquée et refuge dans des activités annexes. En effet, Yvon, alors âgé de 8 ans, fait face à des différences culturelles et une barrière de la langue très prononcée, et peine à se faire accepter dans le milieu. Son développement scolaire s'en fait ressentir et il devient l'archétype du mauvais élève, pas méchant mais complètement désintéressé par les matières classiques. Sa vraie vie, c'est dehors qu'elle se passe, Yvon court la campagne, il chasse les lapins dans les parcs, enchaîne les sessions de pêche dans les rivières alentours, attrape des homards dans la baie de Malibu et enfin, il découvre l'escalade. Enfin, pas tout de suite, puisque les parois rocheuses, c'est d'abord en les descendant qu'Yvon les a découvertes. Dans un déroulé fort logique pour un enfant de 14 ans, Yvon ainsi que certains de ses amis et quelques adultes fondent le club de fauconnerie de la Californie du Sud. Mais comme laisser un enfant de 14 ans aller capturer des faucons qui nichent en plein milieu de falaise n'est pas un acte pleinement recommandé, un ami d'Yvon, membre du club d'escalade Sierra, visiblement plus responsable que les autres, en informe ses parents et Yvon est contraint d'abandonner cette activité. Et non, c'est faux, en fait cet ami lui apprend plutôt les bases des techniques de rappel, plutôt que de se laisser glisser à deux mains le long d'une corde, ce qui est mieux. Bref, Yvon apprend les rudiments du rappel dit en S, une technique mise en place par l'allemand Hans Dölfer dont on a déjà parlé dans l'émission. Yvon se passionne pour cette technique et descendre les falaises le plus rapidement possible devient bientôt un jeu pour lui et ses camarades. Et c'est devant cette sensation grisante d'un nouveau monde vertical qu'Yvon va s'intéresser à l'escalade. Un jour, croisant un grimpeur lors de l'une de ses descentes en rappel, Yvon est piqué par la curiosité. Il demande alors à son ami Don Prentice de l'initier à l'escalade, mais très vite cela ne suffit plus à abreuver sa soif grandissante de hauteur et dès les premiers mois estivaux, Yvon, seul au volant de sa Ford de 1940, traversera le désert du Nevada vers le massif des Rocheuses et surtout vers sa nouvelle passion de l'escalade qu'il ne quittera plus. Mais ce voyage dans les Rocheuses n'est pas une fin en soi, et s'il confirme la passion d'Yvon pour l'escalade, celui-ci n'abandonne pas pour autant son cursus académique. Yvon passe son bac en 1956, il poursuit alors ses études par un cursus universitaire de 2 ans, et probablement dans le but d'avoir la vie la plus incohérente de tous les temps, il travaille simultanément dans une agence de détective privé au compte de son frère.
Il part alors grimper chaque week-end à Stony Point au nord de Los Angeles ou à Taquitz Rock au sud où il rencontre quelques grimpeurs du Sierra Club, un club d'escalade de Los Angeles et notamment un certain Royal Robbins dont on a déjà parlé dans la vidéo sur l'histoire de l'escalade libre, mais aussi T.M. Herbert et Tom Frost avec qui il se noue rapidement d'amitié. Ensemble, ils grimpent chaque week-end, mais se sentent rapidement limités dans l'ouverture de nouvelles voies, et décident alors d'émigrer vers un autre lieu, une vallée plus au nord qui deviendra leur maison et un temple pour le reste du monde, la vallée du Yosemite. Nous arrivons donc au Yosemite, vallée légendaire et lieu de pèlerinage pour les grimpeurs du monde entier, sauf qu'à cette époque, la vallée n'est pas encore considérée comme telle. Le Yosemite est alors toujours en phase de découverte, et si les défis à surmonter sont nombreux, ils ne sont pas tous d'ordre sportif. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez de John Salaté, un de ces fameux précurseurs du Yosemite dont j'avais parlé dans ma vidéo sur l'escalade libre toujours, et qui avait pour particularité d'être forgeron. À son arrivée dans la vallée, il s'était confronté à un problème de taille, la fragilité des pitons européens par rapport à la solidité des parois granitiques de la vallée. Ceux-ci cassaient lorsque l'on essayait de les ressortir après son passage, et les voies de l'époque étant de plus en plus longues, le besoin financier de récupérer son matériel se faisait sentir. Salaté avait alors fabriqué des pitons plus robustes, mais avait stoppé leur fabrication depuis. C'est dans ce contexte que notre ami Yvon, voué d'une conscience écologique supplémentaire et de la volonté de ne pas laisser de traces sur la falaise, se mit en tête de fabriquer son propre matériel d'escalade. Ni une ni deux, Yvon achète une enclume, quelques outils, récupère une lame en chrome molybdène sur une moissonneuse batteuse, et après quelques heures de travail, il aboutit à son premier piton. Après quelques ascensions prometteuses avec ses nouveaux pitons, il commence à en forger plus pour lui, puis se met à les vendre à ses amis et bientôt aux amis de ses amis, qui, attirés par la qualité remarquable de ses équipements, affluent de plus en plus nombreux. Et si cette histoire est assez connue, ce que l'on sait moins, c'est qu'Yvon a cherché à continuer sur sa lancée, en fabriquant bientôt de nouveaux mousquetons. En 1957, à 19 ans donc, il emprunte alors à ses parents la somme très précise de 825,35 $, et là où mes dépenses au même âge auraient été divisées entre acheter des camas sur Dofus et un pack de 6 pour les rudes soirées d'hiver, d'été, d'automne et de printemps, Yvon s'en sert pour acheter un marteau pilon à matrice, un engin de forgeage pour réaliser des mousquetons plus solides. Avec le début de son activité commerciale, Yvon aménage avec l'aide de son père un petit atelier dans le poulailler de leur maison à Burbank, mais si l'on dit que les plus gros business sont nés dans des garages, vous vous imaginez bien qu'un aventurier tel qu'Yvon s'y sentirait un peu à l'étroit. C'est pour cela que, s'apercevant que la majorité des équipements étant plus ou moins mobiles, il plaça le tout dans sa voiture, parcourant la côte californienne de long en large, surfant les vagues selon son gré avant de sortir de l'eau et d'installer son enclume sur la plage et de forger son matériel sous le soleil. Avec cette nouvelle profession semi-itinérante, Yvon commence une vie de vagabondage. Durant l'hiver, il forge des pitons et dès l'arrivée du printemps, il émigre au Yosemite pour grimper puis vise l'ascension de grands sommets en été, revient au Yosemite en automne et ainsi de suite. Dans la vallée, il fait partie du groupe des Valley Kong, des grimpeurs sans le sou avec qui il joue au chat et à la souris contre les rangers du parc. En dehors du Yosemite, sa vie n'est d'ailleurs pas plus stable, et lorsqu'il voyage à travers le pays, c'est avec le minimum de moyens possible, complétant parfois ses repas avec de la nourriture pour chat, des écureuils ou des porcs-épics qu'il chasse lui-même. À force de flirter avec l'autorité, Yvon connaîtra même un court passage en prison à l'automne 1962, pris dans un train de marchandises pour vagabondage et manque de revenus apparents. Et je pense pouvoir dire qu'à ce moment, on est assez loin de l'archétype d'un chef d'entreprise d'une multinationale mondialement reconnue. Et pourtant, entre toutes ces histoires dignes de Davy Crockett, il réalise quelques ascensions et notamment de belles premières comme l'ouverture de la première voie du pilier ouest de la South Hauser Spire dans le massif des Bougaboo au Canada ou encore l'ouverture d'une nouvelle voie dans la face ouest du Sentinel Rock. Bref, si aujourd'hui YouTube aurait probablement permis à Yvon de lancer une chaîne de tutos du type « je vous apprends à chasser les loutres avec une paille et un crayon 4 couleurs », à l'époque les réseaux sociaux n'existent pas et Yvon est rattrapé par ses obligations avec sa convocation au service militaire quelques jours après sa sortie de prison. Yvon est un temps affecté à Fort Ord, au sud de San Francisco, puis il est muté en Corée, où après un comportement peu en phase avec l'autorité militaire, il est transféré sur des tâches civiles, inventant moult manœuvres pour s'y esquiver et partir ainsi courir les montagnes sur son temps libre. Il est finalement démobilisé en 1964, date à laquelle il revient dans le Yosemite pour enchaîner avec Royal Robbins, Tom Frost et Chuck Pratt le North American Wall, une nouvelle voie sur la mythique paroi d'El Capitan et probablement la plus dure voie au monde à cette époque.
Après cette parenthèse de vie, Yvon se recentre sur la fabrication de matériel d'escalade avec un professionnalisme nouveau. Il embauche des employés parmi ses amis grimpeurs et déménage même son atelier à Ventura pour donner une nouvelle impulsion commerciale à son activité. Bon, en fait, c'est pour se rapprocher des spots de surf, mais la finalité est la même. Yvon s'associe au passage avec son ami grimpeur Tom Frost, ingénieur aéronautique profitant de son sens aigu de la conception, et de sa femme Doreen Frost qui s'occupera de la partie commerciale de l'entreprise. L'entreprise qui porte désormais le nom de Chouinard Equipment commence à très bien tourner, à tel point que les commandes affluent en masse et qu'il est nécessaire d'investir dans de nouvelles machines plus sophistiquées. Et cet afflux de commandes ne doit rien au hasard, car depuis sa grande période yosémitique qui commence doucement à prendre fin, le mot s'est répandu et la qualité du travail de Chouinard Equipment jouit désormais d'une excellente réputation. Et cette qualité, elle est au centre même de la philosophie d'Yvon, qui durant toute sa vie cultivera l'étude du zen, comme il l'appelle. Une philosophie qu'il tire à la fois du livre Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc d'Érigel, mais aussi du célèbre aviateur Antoine de Saint-Exupéry, dont je ne citerai que cette phrase « Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher ». En quelques années, Chouinard Equipment va améliorer, optimiser, épurer, maximiser, perfectionner, compléter, corriger et affiner chaque équipement de grimpe, apposant sa patte absolument partout. Chaque produit se veut alors plus solide, plus léger, mais aussi plus polyvalent, autrement dit, toujours chercher à créer l'objet le plus efficace, avec le moins de contraintes et surtout qui dure dans le temps. Mais si la qualité est la raison d'être de Chouinard Equipment, une autre valeur tiraille Yvon et va un jour venir le frapper de plein fouet, l'écologie. En 1970, il profite d'un passage dans le Yosemite pour effectuer l'ascension de la voie de Nose sur El Cap en compagnie de Tom Frost. Mais très vite, un détail le frappe, les pitons. La voie en est poinçonnée de toutes parts, on dirait qu'une plaie s'est ouverte au milieu de la falaise, victime de ses propres points de suture. Et Yvon devient blafard lorsque sur ses pieux de métal, il entrevoit une inscription familière, Chouinard Equipment. Il était devenu vendeur d'armes auprès de l'ennemi de celle à qui il devait tout. Mais vous l'aurez compris, ni la lamentation ni l'inaction ne font partie du vocabulaire d'Yvon, et à peine rentré à l'atelier, il cherche un moyen alternatif de remplacer les pitons. Et cette alternative, il la trouve auprès des grimpeurs anglais. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, à cette époque les grimpeurs britanniques, eux, n'utilisent pas de pitons, car ils ont déjà depuis bien longtemps adopté cette éthique de l'escalade propre. À la place, ils utilisent donc des nœuds de corde, des coins de bois, mais aussi de petites cales en aluminium que l'on appelle coinceurs. Et si ceux-ci sont encore méconnus, c'est qu'ils sont alors considérés comme peu fiables et très rudimentaires. Ni une ni deux, Yvon se saisit de l'idée et en 1972 paraît dans le catalogue de Chouinard Equipment les modèles Eccentrix de forme hexagonale et les Stoppers rectangulaires et légèrement incurvés. Pour accompagner cette sortie, un édito de 14 pages débute le catalogue, un édito en forme de plaidoyer pour l'escalade propre qui invite le lecteur à ne plus acheter de pitons. Un discours fort lorsque l'on sait que les pitons sont alors le produit phare de Chouinard Equipment. Ce plaidoyer rencontre un énorme succès et les ventes de pitons baisseront drastiquement, mais juste avant cet événement, Yvon a une autre idée encore plus impactante pour l'entreprise, un certain maillot de rugby. Alors qu'il est en séjour en Écosse, Yvon tombe sur un maillot de rugby. C'est alors l'illumination. Le vêtement est solide pour pouvoir résister aux chocs inhérents au sport, le col évite les brûlures liées au porte-matériel d'escalade, et les couleurs sont vives, rouge, bleu et jaune contre des tenues de sport habituellement plutôt grises. Et si Yvon avait déjà confectionné quelques shorts à la fin des années 60, ce maillot de rugby va connaître un succès tout autre. À force de le porter en grimpant, les amis d'Yvon lui demandent où ils peuvent s'en procurer un, et bientôt le maillot deviendra une véritable mode. Suite à cela, Yvon se lance professionnellement dans la confection de vêtements techniques et lance en 1972 ses premiers vêtements pour grimpeurs et amateurs de sport en extérieur. Anorak enduit de polyuréthane, sac de bivouac, gants et moufles en laine bouillie, bonnet, mais ne souhaitant pas éparpiller Chouinard Equipment dans cette activité, il se met en quête d'une nouvelle identité. Un nouveau nom qui rappelle l'aventure, le nom d'une région lointaine et inaccessible car après tout, pour vaincre le bout du monde, mieux vaut être bien habillé. Bref, Patagonia était né. Yvon est donc maintenant à la tête de 2 entreprises, les commandes vont bon train, mais comme on dit, la rançon du succès n'est jamais loin, et la naissance de Patagonia va commencer par un véritable flop. En 1974, devant le succès phénoménal des maillots de rugby et la demande insatiable des clients, Yvon et les Frost décident de faire sous-traiter la production de nouveaux maillots à Hong Kong. Énorme erreur.
Les maillots sont de piètre qualité, se déchirent, rétrécissent au lavage, les stocks sont infernaux à gérer et les délais interminables. Sauf qu'à ce moment-là, il faut comprendre que si Chouinard Equipment possède 75% de parts de marché dans le domaine de l'escalade sur le continent nord-américain, ses marges sont ridicules. Auparavant, cela n'avait jamais réellement posé de problème à Yvon, qui n'a jamais vu l'entreprise que comme un moyen de subvenir à ses maigres besoins. Néanmoins, il faut comprendre que cette stratégie entraîne une absence de trésorerie qui ne permet pas de voir venir. D'un jour à l'autre, la situation de Patagonia et de Chouinard Equipment devient si tendue que Yvon et les Frost décident de mettre fin à leur collaboration en 1975. Yvon enchaîne alors les repas avec banquiers et investisseurs, et après moult nuits sans sommeil, il réussira à sauver l'entreprise de la faillite suite à la négociation d'un crédit renouvelable, mais aussi grâce à Chris McDavid, sa nouvelle directrice commerciale. Bref, après être passé au bord du précipice, Yvon prendra alors conscience qu'il est bel et bien un chef d'entreprise. Et oui, car jusqu'à présent, Yvon rejetait ce terme, passant le plus clair de son temps à surfer, pêcher, kayaker et courir l'aventure, comme en 1968 où les Frost l'avaient remplacé durant 6 mois pendant qu'il grimpait le Cerro Fitzroy en Patagonie. Il doit donc devenir un vrai chef pour son entreprise, soit, mais là encore, il le fera à sa manière. Il n'arrêtera pas de courir le monde pour s'enfermer dans un bureau, au contraire, de son absence, il tirera son style de management, le désormais fameux MBA, comprenez Management by Absence. Et si pour vous, le management par l'absence vous évoque surtout votre N+1 écoutant d'une oreille la réunion Zoom tout en jouant à Mario Kart grâce à son double écran, l'absence d'Yvon est diamétralement opposée. En fait, pour lui, un chef d'entreprise doit être le premier utilisateur de ses produits. Il doit comprendre son vêtement, il doit ressentir la frustration d'une fermeture éclair cassée, connaître la sensation désagréable d'un sous-vêtement dégoulinant après une longue marche, avoir maudit le fabricant de son manteau soi-disant imperméable après un orage, et seulement alors les idées viendront. Yvon continue donc de parcourir le monde et chaque fois ramène de nouvelles innovations dans sa besace. Et en à peine plus de 5 ans, du milieu des années 80 au début des années 90, le chiffre d'affaires de l'entreprise passe de 20 à 100 millions de dollars par an. Et si cette croissance est exaltante, Yvon, lui, se pose une question. Comment tenir ses convictions personnelles contre un besoin toujours plus pressant de rentabilité financière ? D'abord, d'un point de vue social, Yvon applique à ses employés les mêmes règles que pour lui, ou plutôt les mêmes non-règles, devrais-je dire. Comme il le dit si bien, un bout de soleil ou une belle vague n'attend pas, et les employés sont alors autorisés à aller surfer quand bon leur semble. Une cantine avec de la nourriture saine est mise en service et une garderie est installée en interne. Quelques années plus tard, après une nouvelle crise financière, Yvon réunit tous ses directeurs pour un voyage introspectif sur la vision de Patagonia. Ensemble, ils posent alors par écrit les grandes philosophies de l'entreprise, et si je ne peux pas toutes vous les citer, en voici quelques-unes. Toutes les décisions de l'entreprise sont prises dans le contexte de la crise environnementale, nos activités pour ce domaine seront constamment évaluées pour chercher une amélioration. Une attention maximale sera portée à la qualité des produits, définie par sa durabilité, l'utilisation minimum de ressources pour sa fabrication, son multifonctionnalisme, sa pérennité et sa beauté. Le conseil d'administration et la direction reconnaissent que le bien-être des communautés fait partie du développement durable. Bref, des écrits forts à un moment où le concept de responsabilité des entreprises n'en est qu'à ses balbutiements et où mettre en place ces initiatives est un peu plus pénalisant que changer de logo ou offrir un baby-foot à ses employés. Mais Yvon voulait aller encore plus loin avec des initiatives impactantes et va alors faire tous les choix contraires à celui d'un chef d'entreprise traditionnel. En 1984, Patagonia sort son premier catalogue en papier entièrement recyclé pour un résultat de 3,5 millions de kWh d'électricité économisée, 22 millions de litres d'eau, 23 tonnes de polluants aériens et des photos floues. Étant les premiers à lancer cette initiative, les résultats étaient catastrophiques. L'encre bavait, le catalogue avait piètre allure, mais Yvon, poussé par ses bons résultats écologiques, a continué, persévéré et amélioré le catalogue petit à petit. Puis à partir de 1986, Patagonia lance une grande campagne de soutien aux associations militantes et s'engage à reverser 10% du bénéfice de l'entreprise à celle-ci, puis 1% de son chiffre d'affaires en fonction du total le plus élevé de l'exercice. À partir de 1994, face à l'impact de son secteur d'activité, le textile, mais également de sa société, Yvon décide de fabriquer tous les vêtements de sa marque en utilisant exclusivement du coton biologique et multiplie les investissements en recherche et développement afin de rendre réellement plus verte son activité. Utilisation de chanvre, fibres en polyester recyclé, etc.
Enfin, en 2002, Patagonia partage son principe de donation en cofondant le mouvement 1% for the Planet, un ensemble d'entreprises qui s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires annuel à des associations environnementales. La suite de l'histoire de Patagonia continuera dans cette lancée jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt jusqu'à il y a 2 mois, où Yvon, comme à son habitude, amoureux insatiable, offrira un dernier cadeau à la Terre, l'œuvre de sa vie. Pour clore ce chapitre, je tenais à vous dire que non, cette vidéo n'est pas l'esclave d'un placement quelconque pour Patagonia, mais simplement le récit du beau geste d'un homme que j'ai trouvé inspirant et qui me donne de l'espoir quant à l'issue des échéances à venir. J'emprunterai à François Lemarchand, fondateur de Nature et Découverte et préfaceur du livre Confessions d'un entrepreneur d'Yvon Chouinard, son image d'entreprise à taille biologique. J'ai tendance à croire que nous avons trop opposé les termes d'écologie et d'entreprise, comme si l'un devait réparer ses actes destructeurs par des initiatives compensatoires, une vision parfaitement compréhensible puisque ces dernières, à la suite de mauvais choix, d'ignorance ou parfois d'avidité, ont souvent été les acteurs symboliques de la croissance démesurée des siècles derniers dont les conséquences sont aujourd'hui sans appel pour l'environnement. Et c'est pour cela que j'affectionne particulièrement ce terme d'entreprise à taille biologique. Ne plus construire d'entreprise en collaboration avec son écosystème, cela ne suffit pas, mais bien en tant que partie intégrante de cet écosystème, telle une cellule dans un corps humain. Bien sûr, le résultat même pour Patagonia reste mitigé, et Yvon lui-même avouait il y a quelques années faire sûrement toujours plus de mal que de bien à la Terre. Espérons que ce nouveau geste puisse changer la donne et montrer la voie à d'autres acteurs potentiels de ce changement. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ah, et petit bonus pour terminer, vous vous dites peut-être depuis le début de la vidéo que vous n'avez jamais entendu parler de Chouinard Equipment. Eh bien, détrompez-vous. Vous vous rappelez la crise que je mentionne avant que ne soit posée par écrit la philosophie de Patagonia? Eh bien, suite à celle-ci, Chouinard Equipment fut racheté par ses propres employés, puis affublé d'un autre sobriquet, un certain Diamant Noir, qui appose son logo sur des gaines, mousquetons, casques, baudriers et bien plus encore. Je finirai là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et en attendant, je vous dis à la prochaine, tchuss!